Alors, chers amis, je me permets de vous dire un petit mot, car, comme vous le remarquez aujourd'hui, le nouveau cinématographe est là. Un petit peu en avance par rapport à l'époque, mais c'est d'actualité, n'est-ce pas? Alors, malgré leur discrétion, n'est-ce pas, ils vont être là, ils vont être présents. Alors, je vais vous demander de faire comme s'ils n'étaient pas là. Voilà. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas là non plus, là, maintenant. Ce n'est pas tout à fait le début prévu. Je viens vous dire qu'il faut essayer, tous ensemble, de participer à cette conférence le plus librement possible, de façon à ce qu'on passe un bon moment ensemble, puisqu'elle va être maintenant immortalisée à jamais avec vous et grâce à vous. Voilà, donc je compte sur vous pour être vraiment présents, d'être vraiment là. On les oublie, moi aussi, et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Le 5 mars, phénomène, madame. Montréal et Plan Compagnie. Mesdames, Messieurs, bienvenue en cette année 1869 au Muséum d'Histoire Naturelle à la réception officielle pour le retour du professeur Aronnax. Comme vous le savez, le professeur Aronnax est un des plus éminents naturalistes du muséum. C'est donc tout naturellement qu'il va utiliser quelques-uns de ses objets familiers pour vous conter son aventure. Afin de respecter la narration que le professeur va nous faire, les appareils photographiques sont strictement interdits avec et sans bougie flash. Et à tous les correspondants, je vous prie de bien vouloir éteindre vos télégraphes personnels. Merci. Ah, et maintenant, je cède la parole à monsieur l'ambassadeur. Mesdames, Messieurs, en cette année 1869, la direction du Muséum d'Histoire Naturelle se joint au gouvernement français pour saluer le retour parmi nous du professeur Aronnax, qui est bien vivant, contrairement à ce qui avait été annoncé depuis 1 an. C'est avec respect et enthousiasme que nous accueillons notre désormais héros national pour qu'il nous témoigne de son aventure hors du commun, le professeur Aronnax. Merci, chers amis. Merci bien, merci beaucoup. Professeur. Bonjour. Monsieur le ministre est là. Oh, formidable. Monsieur le ministre. Mes respects, monsieur le ministre. Merci pour cette réception officielle et puis pour la petite médaille. Merci beaucoup. Madame la conservatrice est là aussi. Formidable, mais tout le monde est venu alors. Madame la conservatrice du Muséum d'Histoire Naturelle. Mes respects, chère madame. Bah tenez, je vais vous présenter au ministre. Monsieur le ministre, c'est ma directrice. Merci bien, vous êtes venu en tenue décontractée. Merci bien, madame la conservatrice. Ah, chers amis, chers collègues, monsieur le ministre, madame la conservatrice, monsieur l'ambassadeur, je suis vivant. Vivant et libre. Ah non, je n'ai pas été avalé par un monstre marin, comme les journaux l'ont écrit. Mais j'ai fait le plus fantastique des voyages, que je vais vous conter maintenant dans les moindres détails. Avec votre permission, monsieur le ministre. Merci bien. Donc, l'année 1866 fut... mon nouvel assistant. Fut marquée donc par un phénomène inexplicable. En effet, un monstre marin, insaisissable, et puis alors d'une dimension colossale, hantait les mers du monde entier. Les armateurs, les capitaines, les officiers, les gouvernements des différents États étaient préoccupés au plus haut point. Plus aucun navire n'osait prendre la mer. À cette époque, je revenais d'une expédition scientifique entreprise dans les très mauvaises terres du Nebraska, aux États-Unis. Vous m'avez envoyé madame la conservatrice. Merci madame. Et à mon arrivée à New York, la question brûlait. Tout le monde ne parlait que du monstre. Or, comme vous le savez, j'ai publié en France un ouvrage célèbre, intitulé « Les mystères des grands fonds sous-marins ».
Eh bien, ce livre, très prisé par le monde savant, faisait de moi aux États-Unis un spécialiste des fonds marins. Eh bien, mon avis fut demandé par un journaliste. Tiens, un journaliste du New York Herald Tribune. Woo! Dear professor, would you like to tell me what do you think about the monster? Qu'est-ce qu'il dit? Il vous demande ce que vous pensez du monstre. Yes! Ah, le monstre. Mais cher monsieur, les grandes profondeurs de l'océan nous sont totalement inconnues. Quels êtres peuvent habiter au-dessous de la surface des eaux? Je serais disposé, pour ma part, à admettre l'existence d'un narval géant, armé d'une sorte d'épée d'ivoire. Oui, c'est une dent qui a la dureté de l'acier. Donnez à ce cétacé une force proportionnelle à sa taille, eh bien vous obtenez l'animal voulu, capable de produire la catastrophe demandée et de couler tous les navires en pleine mer. Ainsi, cher monsieur, s'expliquerait ce phénomène inexplicable. À moins que... Le public américain admit l'avis de purger l'océan de ce redoutable monstre, et on fit les préparatifs d'une expédition pour poursuivre le narval. Une frégate, l'Abraham Lincoln, se mit en mesure de prendre la mer. Et c'est à ce moment-là, oui, à ce moment-là, que commence mon aventure. En effet, je fus invité à me joindre à l'expédition et à représenter la France, invité par l'ancien président des États-Unis d'Amérique en personne. Monsieur le Président, j'acceptai l'offre du gouvernement américain et mes bagages furent faits en un quart d'heure. Alors, pour un tel voyage, qu'est-ce que j'emporte? Ah ben, mes chapeaux, mes chaussures, mes chemises et toutes mes collections d'animaux. Oui, car je comprenais enfin que ma véritable vocation, l'unique but de ma vie, était de rencontrer ce monstre des mers et d'en purger le monde, en prenant passage sur l'Abraham Lincoln. Oui, je salue le commandant Farragut. Il me conduit à ma cabine. Commandant, je vous suis. Oh, les quais de Brooklyn sont couverts de curieux. Des milliers de mouchoirs s'agitent. Au revoir. Des mouchoirs. Des milliers de mouchoirs s'agitent. Des milliers de mouchoirs s'agitent. Au revoir. Oh, oh. On avait dit des mouchoirs. Ah oui, pas une queue de zèbre. Conseil! Conseil! Où es-tu, Conseil? C'est mon domestique. Oh, c'est un garçon dévoué, un brave flamand, flegmatique par nature, mais alors, zélé par habitude. Conseil, où te caches-tu? Qu'est-ce que j'ai fait de Conseil? Ah, Conseil. Conseil, nous sommes à bord de l'Abraham Lincoln. Pour une mission importante. Ah? Nous ne retournons pas à Paris? Mais si, mais si. Nous faisons un petit crochet par le Pacifique. Tu sais, mon ami, il s'agit du monstre, du fameux narval. Nous allons en purger les mers. Mission glorieuse, mais dangereuse aussi. Ah, c'est pour cela que monsieur a emporté son baby-roussin vivant et toutes ses collections d'animaux. Eh bien, comme il plaira à monsieur. Nous possédons à bord tous les engins connus pour attraper le narval, depuis le harpon jusqu'aux flèches barbelées. Mais, mieux encore, Ned Land, le roi des harponneurs. C'est un Canadien. Il vaut tout l'équipage à lui seul. Seulement voilà, Ned Land ne croit pas au narval. Enfin vous, un baleinier de profession, vous qui êtes familiarisé avec les grands mammifères marins, mais enfin vous devriez être le dernier à douter. Monsieur, j'ai poursuivi beaucoup de cétacés. J'en ai harponné un grand nombre.
Mais si puissants et si bien armés qu'ils fussent, ni leur queue ni leur défense n'auraient pu entamer les plaques de tôle d'un steamer. La frégate prolonge la côte de l'Amérique avec une vitesse prodigieuse. Que de fois j'ai partagé l'émotion de l'équipage lorsque quelque capricieuse baleine élevait son dos noirâtre au-dessus des flots. Je regardais en user ma rétine, en devenir aveugle. Quelques semaines plus tard, nous sommes enfin sur le théâtre des derniers ébats du monstre, le Pacifique. Maître Land, Conseil, ouvrons l'œil. Ouvrons l'œil. Le monstre peut apparaître à n'importe quel moment. Pendant 3 mois, 3 longs mois, rien. Rien que l'immensité des flots déserts. Nous étions à table à bord de l'Abraham Lincoln et le commandant se préparait à faire demi-tour. Lorsque soudain, au milieu du silence général, la voix de Ned Land. « Hey, les choses en question sous le vent par le travers à nous !» L'équipage se précipite, mon cœur bat à se rompre. Le commandant ordonne d'éteindre tous les feux. Ned ne s'est pas trompé. Le monstre, immergé à la surface des eaux, projette une lumière inexplicable. Il se déplace, il se met en avant, en arrière, il s'élance sur nous. La barre au vent, toutes! La barre au vent, toutes. Machine en arrière! Machine en arrière. La barre à droite! La barre droite. Machine en avant! Machine en avant. Oh, le monstre fonce sur nous avec une effrayante rapidité. 2 jets de vapeur montent à 40 mètres. Oh, j'en conclus qu'il appartient à l'embranchement des vertébrés, classe des mammifères, sous-classe des monodelphiens. L'heure de la lutte a sonné. Le canon de Lincoln est chargé. Le boulet frappe l'animal. Comme il glisse sur sa surface arrondie, on ne respire plus à bord. Ned Land, penché sur la lisse du gaillard d'avant, brandit son harpon. Le harpon est lancé. Oh, j'entends le choc sonore de l'arme qui heurte comme un corps dur. Soudain, 2 énormes trompes d'eau s'abattent sur le pont de la frégate en renversant les hommes, brisant les saisines. Un choc effroyable se produit. Lancé par-dessus la lisse, je suis précipité à la mer. À moi au secours, à moi. Plouf, replouf. Ohé, du bateau, au secours. Là, je suis tombé à l'eau. Au secours, à moi. Oh, si monsieur veut bien s'appuyer sur mon épaule, monsieur nagera beaucoup plus à son aise. Ah, Conseil, toi. Eh bien, le choc t'a donc précipité en même temps que moi à la mer. Nullement. Étant au service de monsieur, j'ai suivi monsieur. Brave Conseil. Mais dis-moi, où est la frégate? La quoi? Enfin, Conseil, la frégate. Le bateau, le navire, l'Abraham Lincoln. Oh, bah alors là, monsieur ferait bien de penser à autre chose. Pardon? Oui, la frégate, elle est déjà très très loin. Mais alors, nous sommes perdus tous les deux en plein milieu du Pacifique? Affirmatif? Enfin, Conseil, nous allons mourir? Affirmatif? Ah bah cette histoire n'aura pas duré longtemps. Oui, je sais. Affirmatif? Adieu. Adieu, Conseil. Adieu, je t'aimais bien, tu sais. Là, je suis en train de me noyer. Oh non, 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 monsieur, je compte bien me noyer avant monsieur. Replouf, plouf. J'arrive pas à me noyer. Oh, une épave. Oh, là. Grimpons sur cet îlot providentiel. Conseil, nous sommes sauvés. J'aperçois
fois une figure. Ah, mais c'est vous, Maître Land. En personne, sur cet îlot flottant. Ou pour mieux dire, sur votre naval gigantesque. Ah, j'ai compris pourquoi mon harpon n'avait pu l'entamer. Cette bête-là, elle est faite en tôle d'acier. Nous sommes étendus sur le dos d'une sorte de bateau sous-marin. Trouver sous ses yeux l'impossible, humainement réalisé, mais c'est à confondre l'esprit. Écoutez, j'entends une harmonie, des accords lointains. Mais quel est donc ce mystère? Oh! Une plaque se soulève et 2 solides gaillards apparaissent. Ils nous entraînent dans leur formidable machine. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous faites? Non, mais enfin, voyons, non. Oh! Lâchez-moi! Bande de pirates au secours, mais lâchez-moi! Mais où sommes-nous? Quelle étrange puissance nous emporte? Oh, un steward. Il range des affaires comme si nous allions faire un long voyage. Et après nous avoir donné des vêtements secs, il place le couvert. Oh, le service de table est d'une élégance. Chaque assiette, couteau, cuillère, fourchette, porte la lettre N entourée d'une devise. Mobilis in mobili. Mobile, dans l'élément mobile. Eh bien, cette devise s'applique justement à cet appareil sous-marin. Bon, allez, passons à table. Nos hôtes ne veulent pas nous laisser mourir de faim. Voyons, quel est le menu à bord? Beefsteak de chien de mer. Oh, crème de lait de cétacé. Fucus de mer. Bouillie de poisson clown. Oh, confit d'intestin de marsouin. Cervelle de maquereau. Oh, soupe aux yeux de tortue. Eh bien, décidément, nous avons affaire à des gens civilisés. Ah, bah écoutez, j'ai pas tout fini. Je finirai au petit déjeuner. Voilà. Voilà la vaisselle. Ah, merci. Bon appétit. Mais ce n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout du goût de Ned Land. Ah! Croyez-vous qu'ils vont nous tenir longtemps enfermés dans cette boîte de fer? Maître Land! Je suppose que le hasard nous a rendu maître d'un secret important et que l'équipage de cet appareil sous-marin a intérêt à garder. Et si cet intérêt est plus important que la vie de 3 hommes, eh bien je ne donne pas cher de notre peau. Ah! Chut! Si ces pirates se figurent qu'ils vont nous garder prisonniers, alors là, ils se trompent. Professeur, il faut nous sauver après avoir jeté par-dessus bord geôlier et gardien. Maître Land, mais calmez votre impatience! Se sauver d'une prison sous-marine. Maître Land, On ne peut agir que par ruse. j'entendais pas. Je voudrais connaître l'identité de vos personnes. Pierre Aronnax, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Caché quelque part, il y a Conseil, c'est mon domestique. Et Maître Land, harponneur. Messieurs, les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité. Vous êtes venus troubler mon existence. Ainsi, vous resterez prisonnier à mon bord, définitivement, puisque la fatalité vous y a jeté. Quoi ? Nous devons renoncer à jamais de revoir nos amis, nos parents. Vous êtes mes prisonniers après combat. C'est vous qui m'avez attaqué. Oui, mais enfin, nous pensions qu'il s'agissait d'un narval géant. Justement, vous êtes venus surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Et vous croyez que je vais vous renvoyer
sur cette terre qui ne doit plus me connaître. Jamais! En vous retenant, ce n'est pas vous que je garde. C'est moi-même. Professeur, vous allez voyager dans le pays des merveilles. Pour vous, je vais revoir dans un nouveau tour du monde sous-marin tout ce que j'ai pu étudier au fond de ces mers. Et vous serez mon compagnon d'études. Votre encre sera de la liqueur de sèche. Votre plume, un fanon de baleine. Vous aimez la mer? Oui, je l'aime. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par elle que le globe a pour ainsi dire commencé. Et qui sait s'il ne finira pas par elle. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent s'y battre, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous, leur puissance disparaît. Là, je suis libre. Et de quel nom dois-je vous appeler? Je n'ai plus de nom. Pour vous, je serai le capitaine Nemo. Et vous êtes les passagers du Nautilus. Suivez-moi. Je vais vous le faire visiter. J'entre dans une bibliothèque. Palissande incrustée de cuivre, divan capitonné de cuir, pupitres, tables, brochures, globes dépolis, volutes au plafond. Oh, capitaine, je suis vraiment très impressionné. Quand je pense que cette bibliothèque peut vous suivre au fond des mers, vous possédez là 6 ou 7 000 volumes. 12 000, monsieur! Parmi ces ouvrages, je remarque tout ce que l'humanité a produit de plus beau, depuis Homère jusqu'à Victor Hugo. Oui, les grands maîtres n'ont pas d'âge. Oh, sous d'élégantes vitrines sont classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer. Des tubipores, gorgones, Isis, Moluques, Pénatules, une virgulaire admirable, des ombellulaires, des alcyonnaires, toute une série de madrépores, coraux, polypiers, quinodermes, oursins, télines, citérés, d'adorables flabellines, des éponges douces de Syrie, des oculines de l'île Bourbon, le char de Neptune, des Antilles, des astéries, pentacrines, comatules, astérophons, loturies, un marteau royal de l'océan Indien, un spondyle impérial, des bucardes exotiques du Sénégal, des arrosoirs de Java, des stellaires des mers australes et des littorines, dauphinules, turritelles, gentines, ovules, volutes, olives, mitres, casques, pourpres, buccins, approchés, tritons, cérites, trompes, patelles, cléodores et des chapelets de perles, vert, jaune, bleu, noir, rouge et une moule. Le capitaine Nemo a dû dépenser des millions pour acquérir tous ces spécimens extrêmement rares et construire dans le plus grand des secrets son admirable Nautilus. À quelle source puise-t-il sa fortune? J'avoue que ce Nautilus excite au plus haut point ma curiosité de professeur et de naturaliste. La chambre des machines. Capitaine, je suis vraiment très impressionné. Je vois partout des instruments qui me sont complètement inconnus. Votre Nautilus est une véritable merveille. Vous devez être un ingénieur hors pair. Ça, ce sont des instruments que je reconnais. Voyons, qu'est-ce que c'est ça déjà? Bah oui, bien sûr, ça, c'est la boussole. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le compas. Et cet instrument-là? Oui, bien sûr, ça, c'est la longue vue. Voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Il m'indique ma situation et ma direction exacte, professeur.
Et cet instrument-là, capitaine, qu'est-ce que c'est? Ici, un agent puissant qui règne en maître à bord. Tout se fait par lui. Il éclaire, chauffe, il est l'âme des appareils mécaniques. L'électricité que j'obtiens grâce au sodium qui est en quantité considérable dans la mer. L'électricité? Bah voyons. Enfin, capitaine, sa puissance n'a pu produire que de toutes petites forces. Mon électricité n'est pas celle de tout le monde, monsieur! Alors vous avez découvert ce que les hommes trouveront peut-être un jour. Professeur, nous sommes à 300 000 des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre 1867 que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur. Et vous avez derrière vous une carte où vous pourrez suivre le voyage. Conseil, Conseil, regarde, Conseil. Où es-tu? Allez, viens, n'aie pas peur, voyons, viens. Dis-moi, à quelle nation appartient cet homme étrange? Qui est-il? Un savant méconnu? Un génie oublié? Un dissident politique? Ah, professeur, nous sommes dans le noir! Professeur, nous ne voyons plus rien! Je le vois bien, Conseil. Un panneau se manœuvre sur le flanc du Nautilus. Oh! Une plaque de cristal nous sépare de la mer. Oh, mais quel spectacle! Oh, nous regardons ces abîmes inexplorés comme dans un immense aquarium. Oh, des bécasses de mer, des murènes, un labre vert, un mule barberin, un baliste chinois, genre des balistes, famille des sclérodermes, ordre des plectognates. À Maître Land, je suis persuadé que vous ne savez même pas comment on classe les poissons. Si, je sais. On classe les poissons en deux groupes. Ceux qui se mangent et ceux qui se mangent pas. 16 novembre, Pacifique Nord, direction l'île Crespo. L'île Crespo. L'île Crespo, c'est où? Ah oui, c'est là. Voilà. Ah, monsieur le ministre, madame la conservatrice, chers collègues, cher public, ce jour-là, je commençais le journal de ces aventures. C'est ce qui me permet de vous les raconter avec la plus scrupuleuse exactitude. Journal de ses aventures, faut me le donner. Merci. Bien. Donc, le lendemain matin, j'étais dans ma chambre à bord du Nautilus et quelqu'un vient frapper à ma porte. J'ouvre et là, un marin me donne un curieux billet. Il me donne un curieux billet, mais enfin... Non mais qu'est-ce que vous faites là? Donnez-moi le billet. Mais enfin, ça va pas, non? Vous voulez bien ranger ça? Ah, mais vous touchez à mes affaires maintenant. Ah ben ça, c'est la meilleure, alors. Enfin, il y a du monde. Mais oh! Pour le professeur Aronnax à bord du Nautilus. Oui, ça. Le capitaine invite monsieur le professeur à une partie de chasse qui aura lieu dans... Partie de chasse? Oui, une partie de chasse qui aura lieu dans ces forêts de l'île Crespo, etc. Capitaine, vous possédez des forêts dans l'île Crespo? Ce sont des forêts sous-marines. Une partie de chasse dans des forêts sous-marines. Enfin, capitaine, vous ne m'offrez pas de m'y conduire tout de même. Mais précisément, professeur.
Une partie de chasse sous l'eau. Attrape le poisson. Capitaine, vous voulez peut-être qu'on y aille à pied? Et même à pied sec, professeur. Alors là, décidément, il a le cerveau malade. Eh bien, chers amis, et pourtant, oui, et pourtant, le capitaine Nemo a perfectionné, pour son usage personnel, le célèbre appareil Rocaille-Roll de Nérouse. Le voilà. Alors cet appareil se compose d'une grande sphère en cuivre, d'un réservoir d'air et de 2 tuyaux, inspirateur, expirateur. Le tout, bien sûr, se porte sur le dos. Oh, enfin ça va. Vous voulez bien suivre, le tout se porte sur le dos. Enfin, vous croyez où, non mais... Voilà. Donc, ainsi pourvu, l'homme peut vivre sous l'eau en emportant avec lui sa provision d'air. Près de la chambre des machines, 2 hommes viennent nous aider à revêtir notre scaphandre. Emprisonné dans ce lourd vêtement, on me pousse vers un premier couloir. Je longe le couloir très sombre jusqu'à une porte qui s'ouvre devant moi. Je longe un deuxième couloir encore plus sombre. Et là, une deuxième porte s'ouvre toute seule devant moi et on me pousse dans une petite pièce. Je sens une certaine impression de froid monter le long de mes jambes. L'eau extérieure m'envahit. Un instant après, la porte du sas s'ouvre et je foule le fond de la mer. Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Je ne sens même plus la lourdeur de mes vêtements. Archimède, je suis dans la forêt de l'île Crespo. Cette forêt se compose de longues plantes arborescentes qui toutes montent vers la surface de l'océan. C'est ici le règne de la verticalité. À quelques pas, une monstrueuse araignée de mer, haute d'1 mètre, me regarde de ses yeux verts, prête à s'élancer sur moi. Cette monstrueuse apparition me fait penser que d'autres animaux, plus redoutables encore, doivent hanter ces fonds obscurs. En attendant, nous sommes les premiers à marcher sous l'eau, en toute liberté. Nous marchons sous l'eau. Nous marchons sous l'eau. Ah ah! « 11 décembre, les îles Marquises, Tahiti, l'archipel des Pomotou. » Capitaine, ces îles-là sont coralligènes. Un soulèvement lent, mais continu, produit par le travail du corail, les reliera un jour entre elles. Et vous voyez là, eh bien apparaîtra un nouveau continent sur Terre. Curieuse théorie, professeur. Mais ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. 25 décembre, Vanikoro.
C'est Noël. Vanikoro. Nom magique. C'est le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de la Pérouse, l'astrolabe et la boussole. Vanikoro, où l'on a retrouvé de nombreux débris du naufrage, dont une cloche en bronze, portant l'inscription « Bazin m'a fait », marque de la fonderie de l'arsenal de Brest. 1er janvier 1868. Le détroit de Torres. Le plus dangereux du globe, obstrué par une innombrable quantité de rochers qui rendent sa navigation presque impraticable. Le Nautilus flotte à fleur d'eau avec lenteur et il se dirige vers l'île Guéborois, où nous sommes attaqués par une troupe de papouasses anthropophages. Oh! Capitaine! Oh! Capitaine! Nous avons ramené une troupe de bipèdes, des sauvages, tout nus, tout noirs et entièrement cannibales. Le capitaine Nemo ne veut pas que ces visites coûtent la vie à un seul de ces malheureux. Alors, il repousse l'attaque des papouasses grâce à un câble de métal chargé d'électricité qui entoure le Nautilus. Quiconque le touche ressent une formidable secousse. Ouch! Aïe! Ouch! Aïe! 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 Ouch! Aïe! 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 Hop là! Aïe! Ouch! Aïe! Aïe! Ouch! Ah! Oh! Les papouasses, épouvantées et électrifiées, battent en retraite. Le lendemain matin, le Nautilus quitte son lit de... Alors ça... Alors ça... Alors ça... Ça alors... Bon. Le lendemain matin, le Nautilus quitte son lit de corail à la minute exacte, fixée par le capitaine Nemo. Mon admiration n'a plus de borne. 26 janvier. Le Nautilus coupe l'équateur sur le 82e méridien. 28 janvier. Le golfe du Bengale, l'île de Ceylan. Une terre célèbre par ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable d'en visiter une, professeur? À propos, vous n'avez pas peur des requins? Alors là, je ne me sens pas très bien. Bah oui, à cause de cette étymologie qui fait venir le mot requin du mot Madame la conservatrice. Madame la conservatrice du Muséum d'Histoire Naturelle. Le mot requin, ça vient du mot... Ça vient du mot requiem. « 9 février, les Maldives, la mer d'Oman, la mer Rouge. » Professeur, avant peu, Monsieur Ferdinand de Lesseps aura transformé l'Afrique en une île immense. En attendant, nous serons bientôt dans la Méditerranée. Bientôt dans la Méditerranée, mais enfin voyons, capitaine, la mer Rouge est une impasse. Oui, le canal de Suez n'est pas encore tout à fait terminé. Pour aller dans la Méditerranée, il faut faire tout le tour de l'Afrique. À moins que le Nautilus ne navigue en terre ferme. ou qu'il ne passe par-dessus l'isthme. Ou par-dessous. Par-dessous? Oui, un passage souterrain que je suis seul à connaître et que j'ai nommé Arabian Tunnel. Il prend au-dessous de Suez et aboutit au golfe de Péluse. Oh, devant nous, une grotte noire, profonde. Le Nautilus s'y engouffre. Oh, mon cœur palpite. Je le comprime de la main.
Je ne vois que des sillons de feu tracés par la vitesse sous l'éclat de l'électricité. Le Nautilus s'enfonce dans les entrailles de la Terre. Il suit inexorablement ce torrent. Il s'enfonce. Conseil, j'ai l'impression que le Nautilus ne bouge plus. Mais attends, le Nautilus remonte. Ah oui, il remonte. Le Nautilus remonte. Nous avons atteint la Méditerranée en quelques minutes. 12 février, la Grèce. 18 février, le détroit de Gibraltar. Professeur! Ce soir, nous serons près de la côte espagnole. Le Nautilus fera surface. Nous allons pouvoir nous évader. J'ai tout prévu. Je me suis procuré une clé anglaise pour détacher le canot de la coque du Nautilus. J'ai prévenu Conseil. Tout est prêt. Maître Land, la mer est mauvaise. On pourrait remettre cette évasion à plus tard. Et le liberté vaut qu'on la paye. À ce soir, 8 heures. Triste journée que je passe ainsi avec le regret d'abandonner ce merveilleux Nautilus. Pourtant, j'entends le capitaine Nemo qui parle de la baie de Vigo, là où s'engloutirent en 1702 des galions espagnols qui transportaient l'un des plus fabuleux trésors jamais retrouvés. L'horloge sonne 8 heures. J'attends le signal de Ned. Un choc. Le Nautilus vient de se poser sur le fond de l'Atlantique. Je me précipite au salon pour voir à travers la vitre du hublot. Je vois l'équipage, revêtu de scaphandres, qui s'occupe à déblayer des caisses éventrées au milieu d'épaves encore noircies. De ces caisses s'échappent des lingots d'or et d'argent, des cascades de bijoux. Oh, le sable en est jonché. Ah, mais c'est ici que le capitaine Nemo vient encaisser les millions dont il leste son Nautilus. Il a fallu que ce dernier capitaine s'arrêtât précisément à l'heure où nous allions fuir son bateau. Oui, Maître Land. Le capitaine Nemo a un rendez-vous très important avec son banquier. « 22 février. Le Nautilus coupe l'équateur sur le 30e méridien. Le 13 mars, le Cap Horn. Direction le sud. Wow, wow, wow! Capitaine! Regardez, capitaine! Une troupe de baleines! Pourrais-je leur donner le chasse? À quoi bon? Nous n'avons que faire d'huile de baleine à bord. Vous serez tué pour tuer. Oh, je sais que c'est un privilège réservé à l'homme. Mais je n'admets pas ces passe-temps meurtriers. Vos semblables dépeuplent la mer et anéantissent des classes entières d'animaux. Laissez donc tranquille ces malheureux cétacés. Ils ont bien assez d'ennemis naturels. Sur ce, je vous demande la permission de me retirer. Le capitaine a raison, Maître Land. L'acharnement barbare des pêcheurs fera un jour disparaître la dernière baleine de l'océan. Wow, 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 wow! Tout cela est bel et bon. Mais là où il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir. Oh. « 16 mars. Le Nautilus coupe le cercle polaire antarctique. » Antarctique? L'Antarctique? Enfin, ça c'est de la folie, capitaine. Oh! Nous sommes aveuglés, capitaine. Nous ne voyons plus rien. Le banquise! Eh bien, cette fois-ci, c'est le banquise. Mais personne ne peut franchir le mur de le banquise. Oh, mille diables! Les glaces nous entourent de toutes parts. Nous ne pouvons aller ni en avant, ni en arrière. Nous sommes prisonniers dans un gros glaçon. Au secours! Au secours! Le capitaine Nemo lance son Nautilus contre les icefields avec une effroyable violence. Il entre dans cette masse friable et la divise avec des craquements terribles. Les débris de glace retombent en grêle autour de nous.
vous affirme que non seulement mon Nautilus se dégagera, mais qu'il ira plus loin encore, au pôle Antarctique, là où se croisent tous les méridiens du globe. Là où d'autres ont échoué, je n'échouerai pas. Jamais je n'ai promené mon Nautilus sur les mers australes, mais je vous le répète, il ira plus loin encore. Il ira au pôle Sud, et je serai le premier à y planter mon drapeau. Au pôle Sud! Au pôle Sud! Allons! En avant! Brisons cette banquise! Faisons-la sauter! Et si elle résiste, donnons des ailes au Nautilus! Que je sois le premier à planter mon drapeau au pôle Sud! Au pôle Sud! Le pôle! Le Sud! Le pôle! Bon, là, je me suis un peu emporté. « 22 mars. Début d'une nuit de 6 mois au pôle Sud. Température 18 degrés. Au-dessous de zéro. Profondeur 100 mètres. Je passe cette journée à mettre mes notes au net. Mon esprit est tout entier à ces souvenirs du pôle Sud, que nous sommes les premiers à avoir atteint sans danger, sans fatigue. Comme si notre wagon flottant eût glissé sur les rails d'un chemin de fer. Combien de surprises ont charmé notre voyage. Ah, la série des merveilles sous-marines est inépuisable. En me relisant, je sens bien que tout cela vous paraît invraisemblable. Et pourtant, tout est exact, incontestable. J'ai vu et touché l'impossible. Et maintenant, Maître Land, quelque chose me dit que le retour commence véritablement. 1er avril, les Malouines. 3 avril, l'Uruguay, le Brésil. 11 avril, la Guyane. 16 avril, la Martinique. 20 avril, le Gulf Stream. Monsieur le ministre, Madame la conservatrice, chers collègues, cher public, le Gulf Stream, c'est un fleuve qui coule librement au milieu de l'Atlantique. Eh bien, il faut souhaiter que cette régularité persiste. Car si, comme on a cru le constater, sa vitesse et sa direction viennent à se modifier, les climats européens seront soumis à des perturbations dont on ne saurait calculer les conséquences. 1er mai, la Martinique, la Guadeloupe, les îles Lucaille. L'hélice de mon Nautilus est bloquée par les mandibules d'un poulpe géant. Nous allons remonter à la surface et massacrer cette vermine à l'âche. Marins, ouvrez les panneaux du Nautilus et passons à l'attaque. Le Nautilus fait surface. Un des marins ouvre tous les panneaux un par un. Mais un des bras du poulpe passe par l'ouverture comme un serpent. Capitaine! Capitaine, nous sommes attaqués! Capitaine, au secours! Nous sommes attaqués par un poulpe géant! Au secours! Capitaine! Au secours! Capitaine! Au secours! Capitaine! Au secours! Capitaine! Au secours! Au secours, capitaine!
capitaine se précipite sur le poulpe. D'un coup de hache, il lui abat un bras, puis un autre. Un combat terrible s'engage entre le capitaine et le poulpe. Mais l'animal lance une colonne noirâtre et il s'enfonce dans les mers. Il emporte avec lui un des marins du Nautilus. Oh, le pauvre malheureux marin, il est emporté par le poulpe géant. C'est horrible à voir. Il essaye de se dégager, mais il n'y arrive pas. Le poulpe l'entraîne au fond des mers. C'est horrible. Il crie. Il hurle. Mais le poulpe ne le lâche pas. Et le gigote comme une vulgaire sardine. Il essaye de se dégager une dernière fois. C'est fini. La mer vient d'engloutir un des compagnons du Nautilus. Le capitaine Nemo, rouge de sang, regarde la mer qui avale l'un de ses compagnons. Des larmes coulent de ses yeux que je ne croyais pas faits pour pleurer. Cet ami ne reposera pas dans leurs paisibles eaux du cimetière de corail. 8 mai, Caroline du Nord, New York. 28 mai, l'Irlande, l'Angleterre, la Manche. 2 juin 1868. D'où vient cette détonation? C'est un navire de guerre. Il tire sur nous! Est-il à notre recherche? Oh, le capitaine Nemo est terrible à voir! Sa face a pâli! Sa voix ne parle plus! Elle rugit! Ah, tu sais qui je suis, navire d'une nation maudite. Je n'ai pas eu besoin de tes couleurs pour te reconnaître. Regarde, je vais te montrer les miennes. Descendez, professeur. Descendez, vous et vos compagnons, car je vais couler ce navire. Frappe, navire insensé. Tu n'échapperas pas à l'éperon du Nautilus. Descendez! Je suis l'opprimé. Voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, vénéré, chéri, patrie, femme, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr, tout ce que je hais. Et là, descendez! Toute la coque du Nautilus frémit. Sa vitesse s'accroît. Oh, des éraillements, des raclements. Oh, je sens la force pénétrante de l'éperon d'acier qui passe au travers du vaisseau de guerre. À travers la vitre du hublot, je vois les pauvres malheureux marins. Ils s'accrochent au mât. Ils se tordent. Une fourmilière humaine surprise par l'envahissement d'une mer. Le navire a sombré. Le capitaine Nemo rentre dans sa chambre. Je le suis des yeux. Je vois le portrait d'une femme jeune et de 2 petits-enfants. Le capitaine les regarde, leur tend les bras, et en s'agenouillant, ils font en sanglots. C'est insupportable, professeur. C'est l'esclavage même que nous impose le capitaine Nemo. Venez au canot. Conseil et moi, nous vous y attendons. Nous allons fuir ce maudit Nautilus. Vous avez raison, maître Land. Partout, l'esclave garde le droit de recouvrer sa liberté. Quels que soient les moyens qui s'offrent à lui, il peut les croire bons. Le capitaine Nemo marche comme un spectre. Je l'entends murmurer ces paroles, les dernières. Assez! Assez! Est-ce l'aveu du remords? Je serre mes notes précieusement sur moi. Je vais quitter le Nautilus. Je prends l'escalier central. J'arrive au canot. Conseil, Ned Land. Partons. Partons.
Comment nous sortîmes du canot? Je ne peux pas vous le dire. Je me souviens simplement d'un bruit, celui du maelstrom. C'est un tourbillon dont aucun navire ne peut sortir. Le nombril de l'océan près des côtes norvégiennes. Je perdis connaissance. Et à mon réveil, nous étions couchés tous les trois dans la cabane d'un pêcheur, sains et saufs. En 10 mois, nous avons franchi 20 000 lieues de ce tour du monde sous-marin. Qu'est devenu le Nautilus? Le capitaine Nemo vit-il toujours? Je l'espère. S'il habite cet océan, sa patrie d'adoption, puisse la haine s'apaiser dans ce cœur farouche. Que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance. Que le justicier s'efface et que le savant continue la paisible exploration des mers. « 16 ans plus tard, sur une île mystérieuse, on apprit que le capitaine Nemo n'était autre que le prince Dakkar, fils d'un Raja de l'Inde colonisé par l'Empire britannique. Ingénieur, artiste, il étudia et grandit dans la haine de l'occupant anglais et devint le héros de la révolte des Sipayes qui faillit rendre son indépendance à l'Inde. En représailles, les Anglais exterminèrent son père, sa mère, sa femme et ses 2 petits-enfants, faisant de lui un mort vivant, mais un savant libre et vengeur au fond des océans. Thierry Legade. Et Sidney Bernard. À la régie son et lumière, aidé par la formidable équipe du Chien qui fume, Thomas Cossia. Et tout le texte que vous avez entendu est le texte original de Jules Verne. Je n'ai rien changé dans l'adaptation. Ce que vous avez entendu sur la pêche à outrance, l'extermination des espèces, la disparition des baleines, le Gulf Stream, le réchauffement de la planète, tout est mot pour mot dans l'édition originale de 1869. On a pris plus de 140 ans de retard. Alors si on veut continuer à voir ces merveilles dans la mer, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Merci. Merci. Merci pour toute l'équipe. Plus d'une trentaine de personnes qui ont travaillé sur ce spectacle. Merci pour ces plus de 600 représentations. Merci au Théâtre du Chien qui fume. Merci à vous. Bon festival. Merci.